Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va faire une plongée fascinante dans les mécanismes cachés des disparités économiques en France. Pour bien comprendre ce sujet complexe, imaginons un instant un iceberg. C'est vraiment la métaphore parfaite. En fait, ça permet de séparer du premier coup d'œil ce qui est visible à la surface, c'est-à-dire les revenus réguliers, de cette masse immense et totalement dissimulée sous l'eau, le patrimoine. Et c'est exactement là que se joue la véritable dynamique économique. Alors, pour bien structurer notre analyse, voici notre programme. On va d'abord aborder les deux réalités des revenus et du patrimoine. Ensuite, on verra ce que contient ce fameux patrimoine, quel est le moteur de son accumulation. Puis on regardera les chiffres assez vertigineux de 2024. On terminera en analysant le rôle de l'héritage et de l'impôt, avant de voir quelles réformes sont envisagées pour demain. Allez, c'est parti. Première partie, revenus et patrimoine, deux réalités. En fait, il y a d'un côté les inégalités de revenus, ce qui définit grosso modo notre niveau de vie au quotidien, et de l'autre, les inégalités de patrimoine. En France, la corrélation entre les deux est très forte, mais la différence d'échelle est pour le coup carrément sidérante. Aujourd'hui, les inégalités de patrimoine sont près de 6 fois plus importantes que celles de revenus. La disparité sur ce qu'on possède est donc infiniment plus marquée que la disparité sur ce qu'on gagne chaque mois. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie. Que contient exactement le patrimoine ? Déjà, il faut poser une définition très concrète. Contrairement au revenu, qui est un flux régulier d'argent, le patrimoine, c'est un stock. C'est le produit d'un long processus continu d'accumulation au fil du temps. Et évidemment, c'est intimement lié aux revenus qui permettent de l'alimenter. Ce n'est pas juste de l'épargne passive au fond d'un tiroir, c'est le résultat direct de très fortes capacités de financement. Et si on regarde la composition de ce stock, c'est très parlant. La grande majorité, 61%, repose sur l'immobilier. Vient ensuite le patrimoine financier à hauteur de 22%, ce qui inclut les placements ou les actions. Puis, un élément absolument crucial, le patrimoine professionnel à 11%, comme la détention d'entreprise qui va jouer un rôle énorme lors de la transmission par héritage. Le reste, c'est un patrimoine résiduel de 6%. D'ailleurs, un fait passionnant, plus le niveau de richesse globale est élevé, plus la part de ce fameux patrimoine professionnel augmente et se diversifie. Passons à la troisième partie, le moteur de l'accumulation. En réalité, ce mécanisme fonctionne un peu comme une boucle parfaitement huilée. Tout commence avec le revenu disponible brut. Plus ce revenu est élevé, plus on peut en mettre de côté. Cette part non consommée devient alors de l'épargne. Cette épargne vient gonfler le patrimoine, qui est ensuite investi. Et c'est là qu'est la clé du moteur. Une fois placé, ce patrimoine génère à son tour de nouveaux revenus qui viennent s'ajouter aux revenus de départ. Ça augmente encore la capacité d'épargne et la boucle recommence. C'est un système redoutable qui s'auto-entretient. Mais attention, ce patrimoine n'est pas figé. Il suit un véritable cycle de vie humain. L'accumulation se fait tout au long de la vie active pour atteindre un pic de richesse vers l'âge de 60 ans. Ensuite, ça se stabilise un moment avant de commencer à décliner à partir de 75 ans. Pourquoi ? Eh bien, principalement à cause des dépenses liées à la fin de vie, comme les coûts de la maladie ou de la dépendance. Avec l'allongement de l'espérance de vie, ce déclin tardif repousse considérablement le moment où le patrimoine, comme les maisons ou les entreprises, est transmis à la génération suivante par l'héritage. Quatrième partie, des inégalités de patrimoine vertigineuses avec les données de 2024. Prenons la base de la pyramide. En 2024, les 10% des ménages les moins fortunés possèdent au grand maximum 6 200 € de patrimoine total. Et si on rentre dans le détail, c'est encore plus frappant. Leur patrimoine financier pur représente moins de 700 €. Autant dire un niveau de réserve quasi inexistant s'il faut faire face à un coup dur. En revanche, le contraste avec le sommet est saisissant. Les 10% des ménages les plus fortunés possèdent, eux, un minimum de 857 700 €. C'est un fossé monumental qui se creuse inexorablement de génération en génération, propulsé par cette mécanique implacable d'accumulation dont on parlait juste avant. Et il y a une autre donnée macroéconomique essentielle qui nous vient du Conseil des prélèvements obligatoires, le CPO. Aujourd'hui, le patrimoine s'emballe, il croît beaucoup plus vite que les revenus. En 2021, le patrimoine national représentait 6 fois le revenu disponible net. Au début des années 2000, c'était seulement 4,5 fois. L'accélération de ce déséquilibre est donc vraiment indéniable. Pour résumer cette concentration extrême des ressources, un seul constat s'impose. Les 10% les plus fortunés possèdent à eux seuls près de la moitié du patrimoine total du pays. C'est tout simplement la conséquence directe et brutale de ce moteur d'accumulation qui tourne à plein régime, mais seulement pour une petite fraction de la population. Ce qui nous amène à la cinquième partie, l'héritage et l'impôt inefficace. Face à tout ça, les données analysées pointent vers un système fiscal qui peine à jouer son rôle de régulateur. L'héritage reste de manière globale très faiblement taxé. Ça fait du patrimoine un puissant outil de reproduction des inégalités économiques et sociales. L'imposition est d'ailleurs restée assez stable, surtout depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique et le passage à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI.
Si on ajoute à cela les niches fiscales et l'évasion, on comprend aisément comment les plus grandes fortunes arrivent à optimiser leur situation et à consolider ce fossé intergénérationnel. Enfin, 6e et dernière partie, quelle réforme pour demain? L'objectif fixé par le Conseil des prélèvements obligatoires est assez clair. Il faut corriger l'actuelle dégressivité de l'imposition sur les tranches les plus élevées. Concrètement, la méthode proposée consisterait à créer une base fiscale très large, une base qui couvrirait l'ensemble du patrimoine des ménages de manière globale, tout en supprimant radicalement les niches qui permettent l'optimisation ou l'évasion fiscale. L'idée centrale derrière tout ça, c'est d'essayer de rétablir une forme de proportionnalité juste et efficace tout en haut de la pyramide. Mais voilà, une dernière question s'impose pour clôturer cette analyse. Combler ces failles et ces niches fiscales suffira-t-il vraiment à remettre les compteurs à zéro pour les générations futures? Ou bien est-ce que le moteur de l'accumulation, cette énorme masse cachée de l'iceberg, est désormais beaucoup trop massive pour être freinée par la seule politique fiscale? La question reste entièrement ouverte.